Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Forme et stratégie de rémunération organisé par PRH Solutions. Merci pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, en fait, pour explorer ensemble les meilleures pratiques et les leviers permettant d'augmenter le pouvoir d'achat de vos collaborateurs sans impacter, bien sûr, les cotisations sociales de votre entreprise. Durant cette session, nous allons vous présenter plusieurs dispositifs légaux à maîtriser qui représentent des options concrètes en fait à étudier pour optimiser la rémunération au sein de vos équipes. Pour animer ce webinaire, notre équipe habituelle, j'ai le plaisir de vous présenter les deux experts qui vont partager leurs connaissances et leur expérience. Jules Magnan, juriste spécialisé en droit social au sein de notre service conseil. Bonjour Jules. Bonjour à toutes et à tous. Et Déborah Iglesias, en fait, qui est également juriste au sein de notre service conseil et qui va répondre à vos questions en direct. En Bonjour à toutes et attendant, à tous. bonjour Déborah, excuse-moi. En attendant que les derniers participants se connectent, je vous propose de faire un peu le rappel du fonctionnement de nos webinars. Vous avez la possibilité à tout moment, en fait, de poser votre question à nos experts. Pour cela, c'est hyper simple. Vous avez un menu QR pour questions-réponses en haut de votre écran. Vous rentrez votre question ici et Déborah essaiera de vous répondre en direct. Et bien sûr, à la fin de ce webinaire, on fera en fait une session de questions-réponses pour essayer de répondre à un maximum de questions liées aux formes et stratégies de rémunération. Quelques rappels rapides avant de commencer également. Évidemment, comme à chacun de nos webinaires, on va vous partager le replay de cet événement, mais également le document de présentation de Jules, ainsi que toutes les fiches pratiques dédiées, rédigées par notre service conseil. Alors, on espère vraiment que ce moment de partage vous apportera en fait des solutions innovantes pour optimiser vos stratégies de rémunération tout en renforçant l'engagement de vos collaborateurs. Alors, comment ce webinaire va s'articuler, Jules? Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu le plan de présentation que tu as réalisé? Tout à fait, Alexandre. On se retrouve pour parler des formes et stratégies de rémunération. Dans un premier temps, autour de l'octroi de titres de paiement. Donc, on va parler un petit peu des titres de paiement directs que vous pouvez donner à vos salariés. Puis ensuite, on s'intéressera à la participation de l'employeur. Participation de l'employeur, que ce soit pour des dépenses privées que le salarié en fait aurait à faire, ou que ce soit pour des dépenses professionnelles. Dans le cadre de son travail, un salarié qui a des dépenses professionnelles, l'employeur va y participer. Heu, on se retrouvera également sur, bien sûr, l'épargne salariale, qui est également un levier, de rémunération. Et enfin, on le verra, les contrats collectifs, au sein de votre société peuvent également, comment dire? Être l'objet, de stratégies de rémunération. Bah, merci beaucoup Jules pour cette introduction. On va pouvoir entrer en fait dans le vif du sujet et on débute avec un levier, je pourrais dire simple et efficace, c'est l'octroi de titres de paiement. Ce sont des outils qui permettent de financer certaines dépenses spécifiques des collaborateurs comme les titres restaurants ou les chèques cadeaux qu'on connaît bien, avec un impact limité en fait sur les charges sociales de l'entreprise et comme toujours en respectant certaines conditions. Exactement, voilà, c'est ça, c'est des titres de paiement directs. Donc, comme l'a dit Alexandre, tout ce qui va être chèque ado, chèque culture, chèque vacances, on va voir un petit peu ce qu'il est possible clairement de faire. À ce niveau-là, dans un premier temps, le plus connu, les chèques cadeaux, lorsque le montant global de l'ensemble des bons d'achat ou cadeaux distribués à un salarié au cours d'une année civile n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ce montant est exonéré de cotisations de sécurité sociale. C'est l'objectif tout au long de ce webinaire, c'est savoir comment mettre en place bien des exonérations de cotisations sociales sur des rémunérations, des bonus qu'on va donner à ces salariés. Bien là, ici, le chèque cadeau, c'est plus classique. On peut aller jusqu'à 193 euros en clair en 2024 sur l'année. Voilà, c'est une limite en bon d'achat, en chèque cadeau. Alors ça ne s'arrête pas qu'à ce montant de 193 euros, puisque ça, c'est un montant qui est pour une année civile, mais qui est, comment dire,
un total pour l'ensemble de l'année. Par contre, hors de ce total, hors de cette limitation, on peut également rajouter à nouveau des chèques cadeaux supplémentaires qui ne rentrent pas dans ces 193 euros et qui vont en fait être donnés à l'occasion d'un événement particulier. Vous avez la liste qui apparaît en clair à l'écran. Vous le voyez, donc tout ce qui va être naissance, mariage, Noël, la rentrée scolaire également. Donc à ce niveau-là, il y a des conditions, bien sûr, pour le mettre en œuvre, notamment par exemple pour la rentrée scolaire, il faut avoir un enfant âgé de moins de 26 ans. Pour Noël, c'est des enfants jusqu'à 16 ans révolus. Mais si on respecte cette condition, que ça ait lieu en fait lors d'un événement particulier, bien là, derrière, on pourra exonérer clairement le montant du chèque cadeau. Il faut également que l'utilisation soit déterminée, c'est-à-dire que le bon d'achat mentionne soit la nature du bien, soit en tout cas le magasin dans lequel on peut utiliser le chèque cadeau. Et enfin, le montant ne doit pas être disproportionné par rapport clairement à la situation. Il doit rester sous cette limite des 5% par événement et par année civile. Donc, à ce niveau-là, voilà ce qui est possible de faire. 193 euros déjà tout au long de l'année à n'importe quel moment, mais en plus 193 euros par événement. Donc, il faut bien confondre, c'est souvent la question que l'on a. On peut faire par événement et puis en plus 193 euros à l'année. Donc, vraiment, ça se cumule, d'accord? Il ne s'agit pas de dire 193 euros le montant total. Non, c'est 193 euros pour l'année et 193 euros également après par événement. En cas de non-respect de ces conditions, le souci, c'est que ça va être soumis à cotisation sociale dès le premier euro. Donc voilà un petit peu ce qu'il était possible, bien tout simplement, de mettre en œuvre dans un premier temps pour ces fameux chèques cadeaux que nous connaissons tous. On va passer ensuite aux chèques culture. Les chèques culture qui ont été mis en avant en fait pour protéger, pour comment dire, mettre en avant la culture française. Donc les chèques culture, c'est tout simplement un chèque, comme les chèques cadeaux, mais de financement de biens ou de prestations de nature culturelle. Ceux-ci sont exonérés de cotisations sociales et contributions sociales si les conditions suivantes, cette fois-ci, sont remplies. Ça doit financer exclusivement des biens ou des prestations de nature culturelle. Et là, justement, à ce niveau-là, il y a bien évidemment, en clair, des restrictions. Ce qu'on va entendre par biens ou prestations de nature culturelle, ça peut être des places de spectacle, des places de cinéma, des billets d'accès à des musées, pour des chèques pour l'achat uniquement de livres ou de supports musicaux ou vidéos. Attention à ce niveau-là, puisque la question a déjà été posée et a déjà donné lieu à des redressements URSSAF, sont exclus de ces chèques culture l'achat en clair de billets à des compétitions sportives ou à des manifestations sportives ou à des équipements. On est véritablement sur de la culture et non pas du sport à proprement parler. Donc attention sur ce sujet. Il faut des biens ou des prestations de nature culturelle. Pour, en clair, redéfinir encore un peu plus le cadre, affermir le cadre, vous avez la deuxième condition que vous voyez apparaître à l'écran, qui est le fait que l'utilisation du chèque culture doit être conforme à son objet. Ce qui veut dire clairement que ça doit être exclusivement échangeable contre des biens ou des prestations à caractère culturel. Attention parce que certains prestataires vont effectivement, lorsque vous allez faire appel à eux, vont vous proposer d'acheter des chèques culture, mais qui ouvrent droit à d'autres biens ou équipements de nature sportive ou autre, et qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Le chèque culture doit comporter dans ce cas-là une restriction d'utilisation aux seuls biens ou prestations culturelles. Vérifiez bien donc les chèques que vous prenez, que vous donnez à vos salariés, puisque là derrière, il est possible d'avoir un redressement sur ce sujet, ce qui est dommage. Donc, pour les chèques culture, c'est exonéré de cotisations sociales, il n'y a pas de limite, donc n'hésitez pas effectivement à les utiliser, à la condition bien sûr de respecter l'objet. Enfin, on va le voir, troisième type de chèque, les chèques vacances. Les chèques vacances,
sont eux aussi exonérés de cotisations sociales, mais également de contributions sociales, si les conditions suivantes sont remplies. Vous allez le voir, elles sont un petit peu différentes pour le coup. La contribution de l'employeur, dans le cadre de ces chèques vacances, ne peut pas dépasser un pourcentage. Déjà, première chose, contrairement aux autres chèques, là, l'employeur ne participe qu'à une certaine hauteur, à un certain montant. Le salarié est obligé de compléter. Première chose, et si donc l'employeur participe, il y a une limite qui est fixée à 80% de la valeur du chèque vacances si la rémunération moyenne du salarié au cours des 3 derniers mois est inférieure à 3 864 euros par mois. Donc la participation du salarié sera de 20% minimum dans cette situation-là. Et ça, c'est uniquement pour vos salariés qui sont en dessous de 3 864 euros par mois. Pour ceux qui sont au-dessus, là, en tant qu'employeur, vous ne pouvez participer qu'à hauteur de 50% de l'achat du chèque vacances. Mais il est possible de faire jouer des majorations pour aller au-delà, dans les deux limites, hein, peu importe le montant du salaire du salarié. À partir du moment où le salarié a un enfant à charge, il est possible de majorer de 5%, en clair, la contribution, la participation de l'employeur, 10% si l'enfant est un enfant handicapé titulaire d'une carte. Et enfin, pour les salariés en situation d'invalidité ou de handicap, on peut majorer le chèque vacances jusqu'à 15% supplémentaire sans être soumis à cotisation sociale. Dans les entreprises de moins de 50 salariés qui sont dépourvues de CSE, la contribution patronale est exonérée de manière automatique de cotisation sociale dans la limite de 30% du SMIC mensuel par bénéficiaire et par an, soit 540,54 euros en 2024. Donc voici un petit peu ce qu'il est possible de faire pour les chèques vacances, autrement dit pour participer aux vacances du salarié. Bah, c'est très clair. Merci beaucoup, Jules, pour ces précisions et donc surtout le rappel de ces obligations légales. À chaque fois, on Voilà. voit que chaque dispositif est quand même relativement technique. C'est ça. Euh, On on va va, on va s'intéresser par la suite aux titres restaurants, tout à qui fait. sont, Alexandre, il est nécessaire d'en dire un mot, puisqu'on parlera là également de l'octroi de titres de paiement. Ben, sur les titres restaurants, en clair, l'employeur, il peut participer au financement du repas de ses salariés, alors qu'il n'en a pas l'obligation. Et le montant de cette participation en tant qu'employeur, elle est libre et exonérée de cotisations sociales uniquement s'il respecte bien sûr les règles d'exonération. La contribution patronale doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur nominale du titre restaurant. Ça, c'est la première des choses. Et la participation de l'employeur au titre restaurant ne doit pas excéder 7,18 euros en 2024. Ce qui aboutit, avec une participation du salarié, à un montant maximum au niveau du ticket restaurant de 14,36 euros. Donc voici un petit peu ce qui peut être mis en place. Ça, c'est la première condition pour le titre restaurant. Participation 50% à 60% au maximum et participation à hauteur de 7,18 euros au maximum en 2024. Par ailleurs, il y a des règles pour l'octroi de titres restaurant. On ne peut pas en donner à n'importe quel salarié. Un salarié ne peut recevoir un titre restaurant que si son repas est compris dans l'horaire de travail journalier. C'est la première des règles avec les titres restaurants. Autrement dit, pour vos temps partiels qui ne travaillent que le matin ou l'après-midi, ils n'ont pas le droit au titre restaurant. De la même manière, une personne qui est en arrêt maladie, en situation de congé payé, elle n'a pas le droit au titre restaurant pour cette journée-là, puisque son repas n'est pas compris dans son horaire de travail. Elle ne travaille pas. Enfin, il n'est pas possible de cumuler les titres restaurants avec des remboursements de frais classiques de repas. On ne peut en clair rembourser le repas d'un salarié qu'une seule fois, que ce soit via un titre restaurant ou que ce soit via un autre procédé. Si vous prenez en charge directement le repas, par exemple, attention, on ne peut pas cumuler les deux.
Il est toutefois possible, et ça je tiens à le préciser, de faire varier la valeur des titres restaurants en fonction de l'éloignement du domicile des salariés. Attention, parce que ça c'est quelque chose qui est méconnu, donc n'hésitez pas à y faire usage si jamais vous êtes un peu limite au niveau de la prise en charge. L'idée étant de privilégier ceux qui sont le plus loin possible de la société. Et lorsque le CSE participe conjointement avec l'employeur au financement des titres restaurants, ce qui peut arriver, le CSE peut venir compléter ce que prévoit l'employeur, ben, il convient de faire masse des deux participations pour apprécier le droit aux exonérations. On ne peut pas faire en clair regarder uniquement la prise en charge de l'employeur alors que le CSE participe. Donc voilà ce qu'il est possible de faire au niveau des titres restaurants. On voit même que pour les titres restaurants, qui est quand même un des titres de paiement les plus connus, en fait, ça reste quand même relativement technique comme approche et qu'il y a quand même toujours des obligations légales à respecter. On va pouvoir enchaîner donc avec le second thème, donc on va dire la participation directe aux dépenses privées ou professionnelles. On va voir les deux thèmes des collaborateurs. Alors qu'il s'agisse de prendre en charge en fait une partie des frais de transport, de logement ou d'autres dépenses courantes, l'approche que tu vas nous présenter, Jules, permet de participer et d'alléger en fait les charges financières des collaborateurs. Alors concrètement, quelles sont les dépenses concernées, quels avantages fiscaux et les points de vigilance surtout à bien intégrer? Alors, c'est une bonne question, Alexandre, effectivement, puisque en tant que salarié, on peut avoir des dépenses privées, notamment, par exemple, tout simplement pour garder un enfant. Je prends cet exemple-là, Alexandre. Si tu as envie de garder, effectivement, faire garder ton enfant, ben, il est possible pour l'employeur de participer à cette dépense, quand bien même c'est une dépense privée en tant que salarié. On va voir ensemble donc ce qu'il en est à ce sujet. Un employeur, ou même le CSE, sachez-le, peut décider de participer donc à des frais de la vie personnelle de ses salariés, notamment pour tout ce qui va être service à la personne ou garde d'enfants. Cette aide, elle sert à faciliter l'accès en clair à des services à la personne dans l'entreprise. Ben, c'est financer des activités de service à la personne, de garde d'enfants en dehors du domicile du salarié, ou financer des prestations directement liées à la gestion ou au fonctionnement du CESU. Donc, les activités concernées, c'est tout ce qui a trait au service à la personne. Ça va être entretien de la maison, ça va être les travaux ménagers, ça va être la garde d'enfants, ça va être de l'assistance dans les actes quotidiens de la vie, de l'accompagnement de personnes âgées. Et donc là, effectivement, si l'employeur participe, ben, ce montant-là peut être exonéré de cotisation. Donc, vous voyez, on rentre effectivement là dans un mode alternatif de rémunération où on participe aux dépenses personnelles du salarié. Alors, pour ce qui est des services à la personne, pour être exonéré, il y a des conditions à ce niveau-là, en clair. Il faut respecter les conditions suivantes. C'est une limite maximum pour l'employeur de 2 421 € par année civile et par bénéficiaire. Si on a deux salariés au sein de la même société, un couple, autrement dit, ça peut être cumulable à partir du moment où ils appartiennent au même foyer. Et le montant des coûts doit effectivement être supporté par les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'en clair, il faut que ça soit une dépense réelle et pas une dépense éventuelle. Il faut que le bénéficiaire soit en mesure de fournir une facture à proprement parler. Vous le gardez comme moyen de preuve, ce qui vous permet derrière, en cas de contrôle de la part de l'URSSAF, ben, de prouver tout simplement que les 2 421 € que vous avez versés à vos salariés sont bien exonérés de cotisations sociales. Et ça, c'est intéressant pour vous parce que vous voyez la différence. Vous allez verser 2 421 € à vos salariés pour les aider. Et de l'autre côté, vous n'aurez pas les cotisations sociales, ce qui est différent que quand vous les augmentez classiquement au niveau du salaire. On va retrouver d'autres aides, donc des aides pour les dépenses personnelles, notamment s'il y a une cantine ou un service de restauration qui est mis en place au sein de la société, l'employeur ou le CSE peut décider de participer à ces frais. La participation financière du salarié, ben, si elle est inférieure à 5,35 €, ben, on peut distinguer deux situations. Si la participation du salarié est inférieure à 50% de ce montant, soit 2,675 €, ben, il va falloir effectivement soumettre cette participation à cotisation sociale puisque c'est un avantage en nature nourriture.
Si par contre, la participation du salarié est inférieure à 50%, 2,675 euros en clair, l'avantage en nature peut être négligé. Donc en clair, ce qui est important là, pour être le plus concis, le plus précis possible, c'est de voir si votre salarié va participer pour acheter en fait son repas à la cantine. Ben, s'il va participer à moins de 2,675 euros, ben, dans ce cas-là, c'est un montant qui ne sera pas, votre montant en tant qu'employeur ne sera pas soumis à cotisation sociale, mais en plus, il n'y aura pas effectivement bien, comment dire, d'avantage en nature pour le salarié. Donc vous vous y retrouvez tous les deux. Enfin, la somme versée par le salarié pour l'achat d'une boisson est exclue, ça n'est pas compris dans le repas, d'accord? Donc ça, c'est une bonne chose également. Ça va diminuer un peu le montant au niveau de la cantine. Et enfin, il y a une tolérance pour non seulement les repas qui sont consommés sur place, mais aussi ceux qui sont commandés et livrés sur le lieu de télétravail du salarié. Attention toutefois, attention pourquoi? Parce que la tolérance ne joue pas pour les repas qui sont livrés dans les locaux de l'entreprise. Là, on restera sur un service de cantine de restauration pur et dur. Donc voici ce qui peut être fait pour les services de restauration. On va également avoir une prise en charge des dépenses dans le cadre de vacances, voyages, dépenses de sport, etc. Une entreprise peut décider d'attribuer des sommes directement ou bien via le CSE, comme toujours, hein, à l'occasion des vacances ou des loisirs. C'est un avantage en nature qui doit être normalement soumis à cotisation, mais dans certains cas, les sommes peuvent être exonérées de cotisation si elles ne deviennent pas des compléments de rémunération et si les conditions sont respectées, avec à la clé, bien sûr, des justificatifs à conserver pour pouvoir être exonéré de cotisation sociale. L'URSSAF considère que ça devient un élément de rémunération s'il s'agit d'un montant uniforme, si elle est versée à tous les salariés de l'entreprise sans distinction, ou si elle est sans justification des dépenses engagées. Donc attention à ce niveau-là, on peut participer en clair à un certain nombre de dépenses personnelles du salarié, mais il faut pouvoir le prouver, il faut bien respecter les conditions. Donc n'hésitez pas à vous renseigner ou à faire appel à nous. N'hésitez pas à faire appel à nous pour connaître l'intégralité des conditions, à proprement parler, avant de le mettre en place. Enfin, on va voir donc d'autres éléments également qui sont méconnus, ce qu'on appelle le secours. Dans des cas très précis, l'employeur ou le CSE peut décider de verser une somme d'argent de manière exceptionnelle et non renouvelable aux salariés. C'est dans les situations véritablement, des situations compliquées pour le salarié lorsqu'il fait face à un trop grand nombre de dettes. L'employeur peut décider d'aller à son secours, comme le CSE, et de verser une somme pour l'aider à rembourser ses dettes. Mais attention, ça ne doit pas être une mise en place systématique. Les avantages attribués ne doivent pas être, comment dire, être attribués en fonction de critères objectifs déjà précisés. Ça ne doit pas être des normes préétablies, un versement automatique. Donc attention, par exemple, en cas de décès d'un salarié, il y avait une bonne idée qui était de, en fait, aller au secours, tout simplement des veufs et veuves, des orphelins. Mais attention, si c'est automatique, ça pourra pas être ça pourra pas être exonéré de cotisation sociale, et donc il y a un risque de redressement. Donc voilà un petit peu ce qui peut être fait. Donc voilà, après, c'est des situations exceptionnelles, le décès du salarié, le versement d'aide à des enfants handicapés, des bourses d'études, mais c'est vraiment dans des cas très particuliers quand le salarié en a véritablement besoin. Vous découvrez également la médaille du travail qui vient récompenser l'ancienneté de service d'un salarié. Il y a 4 médailles. Il y a l'argent au bout de 20 ans, vermeil 30 ans, or 35 ans et grande médaille 40 ans. L'employeur, dans ces cas-là, peut en fait octroyer une somme d'argent qui est exonérée de cotisation sociale dans la limite d'un montant. C'est 1 mois de salaire. Voilà, tout simplement. Il y a une procédure quand même à respecter. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez la connaître. Donc là, l'entreprise faut aussi participer directement donc, aux dépenses professionnelles. On a vu les dépenses personnelles, mais là, aux dépenses professionnelles des salariés. Alors, c'est quoi les thématiques abordées sur cette partie-là, Jules? C'est tout ce qui va être trait en fait aux frais qu'a un salarié, ce qu'on peut appeler les frais professionnels,
Mais dans le cadre des trajets domicile-lieu-travail, dans le cadre de la mobilité durable, des frais de déménagement, qui justement ne sont pas pour le coup des frais professionnels à proprement parler. Un salarié, lorsqu'il engage une dépense au titre de son travail, bien, il y a certaines dépenses qui sont bien sûr remboursées par l'employeur au titre du régime des frais professionnels. Mais il y a d'autres dépenses également, par exemple les frais de trajet pour se rendre sur son lieu de travail qui ne vont pas faire l'objet de frais professionnels, qui ne sont pas pris en charge par l'employeur. Et dans ce cas-là, pour compléter la rémunération du salarié, dans une optique de stratégie de rémunération, ben, il vous est possible en tant qu'employeur de rembourser ces frais-là et d'être exonéré de cotisations sociales. C'est tout le but ici. Donc, indépendamment de la prise en charge classique que l'on va retrouver pour les frais de transport collectif et que tout le monde connaît, l'employeur est dans l'obligation de participer à hauteur de 50% de ces frais de transport collectif. Ça peut aller jusqu'à 75% ces 2 dernières années. Ben, l'employeur peut prendre également en charge, à côté, une partie des frais d'essence de ses salariés, de ses frais de carburant, donc pour se rendre sur le lieu de travail. Cette, en fait, participation, ce remboursement, des frais, en clair, de trajet domicile-lieu-travail, il y a une limite, c'est une limite de 400 € par salarié et par an, qui va être abaissée, attention, à 200 € par an et par salarié à compter du 1er janvier 2025. Donc déjà, première chose, posez-vous la question d'ici la fin de l'année de participer à ces frais-là, ça peut être un bonus puisqu'ils sont exonérés de cotisations sociales. L'employeur a la possibilité de prendre en charge que ce soit des frais carburant ou d'alimentation électrique, si un véhicule électrique. Par contre, il y a des situations d'exclusion où là, ça ne sera pas possible. C'est pour tous les salariés qui ont leur résidence dans une zone couverte par un réseau de transport en commun ou qui ont déjà un avantage en nature véhicule, notamment avec l'octroi d'un véhicule de fonction, ou encore qui ont un transport gratuit qui est assuré par l'employeur. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces frais trajet domicile-lieu de travail. Ensuite, vous trouvez le forfait mobilité durable, dont on a beaucoup parlé, qui vient en fait en plus, mais cette fois-ci, indemniser les frais engagés par le salarié dans le cadre de déplacements à vélo, dans le cadre d'un covoiturage, dans le cadre de transport public, à l'exception des frais d'abonnement, bien sûr, qui est un régime à part, comme on l'a vu, dans le cadre de services de mobilité partagés, avec des véhicules hybrides, etc. Là, la location forfaitaire, elle est de 700 € par an et par salarié. En 2025, ce ne sera plus que de 600 €. Ça vient, par contre, il y a des règles de cumul qui sont intéressantes à voir. En cas de cumul avec une prime transport, ben, on reste sur cette limitation de 700 €. Par contre, en cas de cumul avec une prise en charge des frais de transport collectif, les 50%, l'avantage cumulé ne peut pas dépasser 800 €. On vient augmenter un petit peu le plafond. 900 € en 2025. Le forfait mobilité durable, par contre, n'est pas, attention, cumulable avec, vous savez, l'application d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels que l'on retrouve notamment pour ben, tout ce qui va être activité de transport, etc. Vous savez, vous avez une déduction spécifique de frais professionnels qui est forfaitaire à hauteur de 30% par exemple dans les transports. Ben là, effectivement, on ne pourra pas cumuler avec ce forfait mobilité durable. Vous avez enfin la prise en charge de tout ce qui va être frais de mutation ou déplacement à l'étranger. Dès lors qu'un salarié est amené à changer son domicile par une mutation ou un changement à l'étranger, ben, l'employeur peut effectivement, alors c'est pas nécessairement qu'à l'étranger, ça peut être en France également, l'employeur peut prendre en charge certains frais. Ces frais sont exonérés de cotisations dans la limite du barème qui est fixé par l'URSSAF. Ils vont également avoir tout ce qui va être dépenses d'hébergement provisoire, frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente des logements définitifs, pour une durée qui ne peut pas excéder de 9 mois. Attention, c'est un forfait limité là. Et vous allez avoir des dépenses inhérentes à l'installation dans un nouveau logement, des frais de déménagement, une mobilité internationale qui engendre des frais de conversion de vie courante. Tout ça, ça peut faire l'objet d'une exonération de cotisation sociale. Donc c'est pas que à l'étranger, c'est aussi en France. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos services pour le mettre en œuvre. Vraiment, c'est important.
Merci beaucoup, Jules, pour la présentation donc, de ces dispositifs. Et on voit concrètement les bénéfices de passer donc, par le service conseil pour échanger donc, sur les problématiques et surtout mettre en place un accompagnement sur mesure en respectant bien sûr les nombreuses obligations légales et surtout on voit bien en limitant le risque de redressement URSSAF parce que chaque dispositif est tellement technique et évolutif qu'il faut mieux bien se faire accompagner sur ces questions-là. Je vous propose d'enchaîner donc avec le troisième chapitre, donc consacré, donc, comme vous le voyez, à l'épargne salariale. Ces dispositifs qu'on appelle également plus communément participation, intéressement ou prime partage de la valeur permettent de renforcer l'engagement des collaborateurs sur le long terme en redistribuant bien sûr une partie des bénéfices du travail collectif. Et Jules, tu peux nous présenter ces dispositifs parce que certains sont connus, d'autres moins, et pourtant hyper intéressants pour les entreprises. Et on commence par la prime partage de la valeur, anciennement prime Macron. Tout à fait, Alexandre. C'est exactement ce que vient de dire Alexandre. Euh, Faites bien attention à étudier vos modes de rémunération. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a trop encore d'employeurs en France qui veulent mettre en place une prime collective et qui ne pensent pas à la prime de partage de la valeur. La prime de partage de la valeur, elle avait un autre nom qui est la prime Macron. C'est un élément qui est désormais effectivement applicable de manière pérenne, c'est-à-dire qu'on pourra le mettre en place tant que vous voulez à l'avenir, d'accord? Et l'idée, c'est quoi? C'est que chaque année, vous décidez de verser une prime qui est exonérée de cotisations sociales. Il y a encore trop d'employeurs qui versent des primes collectives sur des objectifs. Certes, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est soumis à cotisation sociale. Vous pouvez avoir la même efficacité avec une prime de partage de la valeur en combinant bien les critères. Donc, vraiment, ça c'est important. On va faire un focus là-dessus. Une prime est exonérée, une prime de partage de la valeur. Déjà, première chose, elle est versée en clair par année civile. Vous n'êtes pas obligé de la renouveler l'année suivante. Vous n'êtes pas enfermé dans un système. Vous la mettez en place par DUE ou par accord d'entreprise. On vous invitera toujours à procéder par le biais de la DUE, décision unilatérale de l'employeur. Et c'est là tout l'attrait, en fait, c'est que l'année prochaine, vous ne serez pas obligé. Donc, en clair, ici, l'idée, c'est d'exonérer cette cotisation sociale, mais pas que, également de CSG-CRDS et également pour vos salariés d'impôt sur le revenu jusqu'en 2026 pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc vous voyez, l'intérêt, il est triple. Et tout le monde en plus est content. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il faut impérativement le mettre en place jusqu'en 2026. Pourquoi? Parce que vous bénéficiez là d'un régime de rémunération qui est très favorable. Pas de cotisation sociale, pas de CSG-CRDS, pas d'impôt sur le revenu pour vos salariés, tout le monde est content. C'est 2 primes par année civile. Donc si on a à la rigueur on est un petit peu frileux parce que à la fin de l'année, on n'est pas sûr des bénéfices que l'on a fait. Vous pouvez verser une première prime et puis ensuite verser une deuxième pour compléter, si jamais. C'est 4 versements trimestriels par prime. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en clair, vous n'êtes pas obligé de verser le montant d'un coup. Ça ne peut pas alourdir votre comptabilité. Et vous avez un montant maximal par an et par bénéficiaire de 3 000 euros. Donc déjà, première chose, pensez-y, essayez à tout prix. Si vous avez en fait une prime que vous mettez sur objectif, n'hésitez pas à la dénoncer. Vous attendez des prénonces d'un an et puis ensuite vous partez sur la prime de partage de la valeur. Pourquoi? Parce que cette prime, vous pouvez dire à vos salariés en off, en clair, sans le mettre nécessairement par écrit, qu'elle viendra récompenser leur travail s'ils atteignent bien les objectifs. Elle ne vient, attention, pas remplacer une prime pour objectif. C'est pour ça qu'il faut dénoncer d'abord la prime pour objectif avant de le mettre en œuvre. Elle vient pas non plus, elle n'est pas conditionnée à la réalisation d'objectifs, mais vraiment, n'hésitez pas à le mettre en œuvre. On peut aller jusqu'à 6 000 euros si on a un accord d'intéressement. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, si on applique à titre volontaire un accord de participation. Alors, par contre, le désavantage, c'est que vous devez la verser à l'ensemble de votre personnel, à tout le monde, mais vous avez des critères de modulation qui apparaissent à l'écran que vous pouvez mettre en œuvre pour diminuer le montant de la prime en fonction des salariés, pour que les salariés les plus méritants puissent effectivement bien avoir un montant adéquat. Donc, vraiment,
et insister là-dessus parce que nous, au sein de notre service, on peut vous mettre en place la décision unilatérale de l'employeur pour 120 € hors taxe. Tout de suite, c'est un document qui est simple à mettre en œuvre. La prime de partage de la valeur, c'est impératif quand on veut améliorer la rémunération de ses salariés. C'est vraiment l'outil le plus simple. Et enfin, bonus supplémentaire, il est possible de verser la prime de partage de la valeur pour le salarié sur un plan d'épargne, quel qu'il soit. Donc tous les plans d'épargne. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Ensuite, on s'intéresse au plan de partage de valorisation de l'entreprise. Ça, c'est un nouveau dispositif, c'est tout à fait nouveau. C'est l'idée que si effectivement on a un bénéfice sur une année qui est assez exceptionnel, ben on peut mettre en place dans le cadre d'un accord d'entreprise une prime exonérée de cotisation sociale. Et donc ça permet quoi? Ça permet, dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'avoir une prime exonérée de cotisation sociale, mais qui ne va s'activer, et vous le voyez à l'écran, qu'à partir du moment où vous avez une variation de la valeur de l'entreprise que vous définissez vous, c'est vous qui définissez le bénéfice exceptionnel, et comme ça ne s'activera qu'à ce moment-là. Néanmoins, ça reste quand même plus compliqué à mettre en œuvre que la prime de partage de la valeur, parce déjà, il faut négocier un accord d'entreprise, et deux, il faut également être sûr du moment où, en clair, vous allez avoir un bénéfice exceptionnel. Le montant maximal, par contre, lui, est beaucoup plus conséquent. On peut aller jusqu'à 34 776 € en 2024 et ça augmente 35 000 en 2025. Des critères de modulation sont également présents pour bien sûr toujours moduler, diminuer un petit peu les montants en fonction de vos salariés. Attention toutefois, comme la prime de partage de la valeur, à pas diminuer de trop parce que l'URSSAF est un petit peu réticente, elle n'aime pas trop les discriminations, donc vous risquez d'être redressé si c'est pas suffisamment, si la différence est trop marquée en clair. Et le versement peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours des 12 mois suivants. Donc un nouveau dispositif assure, parce que ça, c'est l'avenir, ça peut être avantageux pour vous, comme la prime de partage de la valeur. C'est vraiment deux dispositifs à connaître, à étudier, à mettre en place au sein de votre société assez rapidement. Donc revenez vers nous là-dessus sur ces sujets. Ensuite, on revient sur des basiques. Sur l'intéressement, l'intéressement, vous le connaissez, c'est un plan d'épargne salariale qui verse aux salariés une prime chaque année proportionnelle aux résultats et aux performances de l'entreprise, mise en place par accord d'entreprise ou DUE. Voilà, c'est quelque chose que vous connaissez. La limite, c'est la même. C'est par an, c'est 34 776 €. Le souci, c'est que ça vous enferme. Alors, c'est pas obligatoire, mais une fois que vous l'avez mis en place, vous êtes enfermé à l'intérieur. Donc attention à voir, peut-être commencer par les premiers dispositifs pour ensuite en venir aux plus costauds, à ceux qui auront lieu chaque année. Par contre, nouveauté intéressante, il faut à tout prix en parler, c'est l'intéressement de projet. Et ça, c'est très important. À la place de mettre en place de l'intéressement, intéressez-vous à l'intéressement de projets internes. L'idée, c'est de définir un objectif commun à tout ou en partie à ses salariés, tout ou partie de ses salariés. Et pourquoi? Pour leur donner un objectif, pour qu'ils atteignent cet objectif-là et qu'ils bénéficient de l'intéressement. Ça peut booster la participation collective de vos salariés. L'accord, il est défini au maximum, au plus, à 5 années. Donc, comme je l'ai dit, un accord d'entreprise, généralement, ça nous enferme un peu dans un dispositif. Donc, voilà. On ne met pas généralement en place un accord que pour une année. On peut le faire, si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que le dispositif est plus lourd dans ce cas-là. Autant partir sur les dispositifs précédents. Enfin, la participation obligatoire dans les entreprises de 50 salariés ou plus. Donc là, attention, la participation au plan d'épargne salariale. Ça, c'est uniquement, la différence, c'est que c'est uniquement sur les bénéfices, c'est sur les résultats de la société, un petit peu différent. Et il y a une formule de calcul propre qui vous enferme. On ne peut pas faire autrement, c'est ce que prévoit la loi. Les montants, après, la répartition, c'est les mêmes. Dispositions qu'au préalable, proportionnelles au salaire ou au temps de présence, comme pour l'intéressement. La limite 34 776 €. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait faire pour de la participation, l'intéressement, mais pensez dans un premier temps au nouveau dispositif, prime de partage de la valeur, prime de valorisation. Il y a encore trop de clients, d'employeurs en France qui nous disent qu'ils ne l'ont pas mis en œuvre alors que pourtant c'est exonéré. Donc foncez dessus parce que ce sera peut-être pas toujours le cas. Vous l'avez vu, jusqu'en 2026, c'est exonéré pour les moins de 50 salariés d'hier.
mais au-delà, ce ne sera pas le cas. On Et passe vous, au dernier mode. Oui, Alexandre? et vous voyez bien la passion avec laquelle Jules s'exprime. Il mettrait exactement la même passion à développer pour vous des projets sur mesure. C'est notre dernier chapitre avant d'ouvrir la session de questions-réponses. Donc, je vous rappelle, vous avez dans le menu en haut à droite de votre écran la possibilité de poser votre question donc, en direct à Déborah. Et bien sûr, à la fin de ce dernier chapitre, on ouvrira la session de questions-réponses. Jules, dans ce dernier chapitre, on va évoquer donc, les contrats collectifs et les autres dispositifs de rémunération complémentaire. Les assurances santé, les régimes de prévoyance sont des atouts de rémunération véritablement puissants pour fidéliser les talents d'une entreprise avec des avantages concrets sur le pouvoir d'achat des collaborateurs. Alors, quels avantages pour ces contrats collectifs, quelles obligations respecter une fois de plus, et quelles sont les possibilités de personnalisation pour répondre surtout aux attentes des collaborateurs, quoi. Ben, on l'oublie, mais c'est vrai, Alexandre, que ces éléments-là, comme tu l'as justement dit, sont des éléments indispensables dans le pouvoir d'achat, par exemple, des salariés. Pourquoi? Parce que ça va être des dépenses en moins pour le salarié dans les contrats collectifs. Tout ce qui va être frais de mutuelle, frais de prévoyance, retraite supplémentaire, ben ça, l'employeur peut participer à ces contrats collectifs tout en étant exonéré de cotisations sociales. Normalement, un employeur, quand il met en place une mutuelle obligatoire, je le rappelle, au sein d'une entreprise, ben, il doit prendre en charge à hauteur de 50% cette mutuelle. C'est une obligation. Mais à ce niveau-là, il n'existe pas de montant de cotisation minimum à proprement parler. Et donc, l'employeur peut décider de prendre en charge plus que cela. Il peut prendre en charge jusqu'à 100%. Il faut l'acter dans l'acte qui met en place la mutuelle, une DUE ou sinon un accord d'entreprise, etc. D'accord. Euh, et en clair, c'est quoi l'idée? C'est que c'est exonéré de cotisations sociales jusqu'à une certaine limite. On parle bien sûr des contrats obligatoires, mais cette limite, quelle est-il? C'est 6% du plafond de la sécurité sociale et que vous cumulez, que vous additionnez avec 1,5% de la rémunération brute annuelle du salarié. Donc ça sera toujours la même à ce niveau-là, avec une limite absolue qui est de 12% du plafond de la sécurité sociale, puisque là, ici, en additionnant ces deux montants, on peut atteindre parfois 12%. Donc vraiment, ça c'est la limite absolue. Et quelle est-elle? C'est 5 564,16 euros pour 2024, 5 652 euros pour 2025. Vous voyez que c'est en hausse. L'idée, c'est de vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, trouver un nouveau levier pour rémunérer vos salariés tout en étant exonéré de cotisations sociales pour que ça vous revienne le moins cher possible. Et la participation à la mutuelle en fait partie. À l'heure actuelle, la participation à la mutuelle, c'est un élément important. On le voit de plus en plus sur les offres d'embauche. Donc, n'hésitez pas à étudier ce nouveau mode de rémunération à proprement parler. À ce sujet d'ailleurs, je laisse Alexandre peut-être vous présenter notre accompagnement. Justement, merci Jules. En Vesta Solutions, justement, c'est une solution qu'on a mis en place, très pratique, qu'on a mis en place pour nos clients. En fait, une solution de courtage en assurance pour vous aider à trouver en fait le juste équilibre entre la qualité des garanties offertes à vos collaborateurs et la maîtrise de vos coûts d'assurance santé. Et on voit, comme l'a expliqué Jules, c'est un vrai levier d'optimisation très intéressant à étudier vraiment sérieusement et souvent traité par défaut pour les finances de l'entreprise, également pour la santé des collaborateurs et de leurs familles, et également donc pour un véritable gain de pouvoir d'achat donc pour vos collaborateurs. Et je précise que c'est un audit 100% gratuit, sans aucune obligation. Bref, ça coûte rien de faire appel donc à nos spécialistes pour demander cet audit en mutuelle et prévoyance. On va pouvoir Parfait. enchaîner donc. Excuse-moi, Jules, pardon. Ah oui, parfait. C'était parfait et on va enchaîner sur voilà, la retraite complémentaire. Exactement, je te laisse la parole. Alors, l'idée au niveau de la retraite complémentaire, c'est tout simplement là aussi, en tant qu'employeur, de participer à cette retraite. Donc, et tout en étant exonéré de cotisation. Donc, on a une limitation qui est à 5% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, ça représente 2318,40 euros en 2024 et 2355 euros en 2025. Donc, ça, c'est les nouveaux montants. 5% de la rémunération
brut annuel. On prend le plus élevé des deux montants, hein, 5% du plafond annuel ou 5% de la rémunération brute annuelle, mais au maximum, donc 5 passes. C'est au maximum, donc 11 592 € pour 2024, 11 775 € pour 2025. Donc vous le voyez, c'est vraiment le montant le plus élevé des deux. Vraisemblablement, ça sera toujours 5% de la rémunération brute annuelle. Mais bon, à partir de là, à vous de voir ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Voilà, pour finir, on a vu ensemble les différentes, contributions que peut faire un employeur dans le cadre des stratégies de rémunération, tout en étant exonéré de cotisations sociales. Je termine juste par un mot. Il faut vraiment passer par notre service pour voir, étudier en clair ce qu'on peut mettre en œuvre. Il y a encore trop d'employeurs qui pensent tout de suite à rémunérer leurs salariés. Finalement, pour le salarié, il est perdant parce que il est soumis à l'impôt sur le revenu. Et vous, en tant qu'employeur, vous êtes perdant parce que vous payez toutes les cotisations sociales. Donc, vous l'avez vu ensemble, il y a toute une flopée de stratégies à mettre en place. N'hésitez pas à passer par notre service, vous le voyez apparaître à l'écran. Merci beaucoup, Jules, pour toutes ces précisions. Déborah, bonjour. Est-ce qu'on a eu beaucoup de questions aujourd'hui sur ce webinaire? Et est-ce qu'on a encore des Effectivement, questions en attente? pas mal de questions, ça a beaucoup fait réagir. J'espère qu'on a été assez réactifs. Et on a une question en attente, c'est sur plus précisément une association. Et on se demandait si le plan de partage de valorisation et l'intéressement de projet interne pouvaient s'appliquer à ce statut un peu spécifique de l'association. Alors, effectivement, l'idée de manière globale, c'est que ça s'applique à des entreprises ou à des associations. On va faire une vérification, bien sûr, hein, pour être sûr de l'association en fait en question, mais l'idée c'est que ça s'applique, dans un premier temps, effectivement, aux entreprises, dans un deuxième temps, aux associations. Alors, est-ce que c'est tout de suite là mis en œuvre, vu que c'est un dispositif nouveau qui a été mis en place là très récemment par décret, en début d'année par un texte de loi et puis précisé par décret. Donc on va vérifier ce point-là pour les associations, parce qu'il y a toujours ce souci, vous le savez, de but lucratif ou pas, mais c'est l'idée quand même, c'est l'idée. Merci. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions en attente. Merci à tous pour votre participation. Merci également donc à vous, Jules et Déborah, pour le partage de vos connaissances et de votre expertise. On espère véritablement que vous avez apprécié ce rendez-vous qui touche à sa fin. Vous allez recevoir très prochainement dans votre boîte mail, comme je vous le disais en introduction, donc le replay de cet événement, le document de présentation de Jules, quelques fiches pratiques dédiées pour vous aider à mieux appliquer en fait ces dispositifs au sein de vos entreprises. Il y a un petit questionnaire de satisfaction très rapide pour partager vos avis, votre retour d'expérience sur ces webinars. Avant de vous libérer, je vous rappelle 2 points. Notre service conseil, bien sûr, à votre disposition. Pour les contacter, je vous rappelle une seule adresse mail, conseil@paye-du6rh.com. Ils sont vraiment là pour vous accompagner avec, vous avez vu, toute cette passion. Et en plus, on vous propose une formation de la PRH Academy pour aller plus loin dans ces explorations des formes et stratégies de rémunération ou comment structurer et optimiser en fait sa politique salariale. Notre webinaire touche à sa fin. On vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour notre dernier webinaire de l'année. Donc ça sera le mardi 17 septembre, donc à 11h30. Et le thème, on peut déjà le dévoiler, Jules? Oui, c'est sur les mandataires et dirigeants d'entreprise, tout ce qui va être cumul, contrat de travail, dossier Pôle emploi, etc. Enfin, les droits, en clair, des dirigeants et mandataires sociaux. Et puis bien identifier le statut social, je pense. Exactement. Merci à tous pour votre attention et votre confiance. Il est temps pour nous de vous souhaiter une excellente fin de journée et un très bel appétit. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir.